Salut à tous, ça y est, c'est enfin l'heure des playoffs, la vraie saison commence, on remet les compteurs à zéro et pour que vous ayez toutes les cartes en main pour comprendre quelles sont les rivalités, les enjeux, les forces, les faiblesses des équipes qui vont s'affronter, je vous propose une série de vidéos d'analyse consacrées à certaines séries, les séries qui s'annoncent les plus passionnantes, les plus serrées, les plus intenses. C'est parti aujourd'hui avec un passage au crime de la série entre les Utah Jazz et les Los Angeles Clippers. Comme toujours, la méthodologie est la même. On va utiliser les stats avancées pour faire un diagnostic, analyser les forces et les faiblesses de chacune de ces deux équipes et puis essayer de comprendre en quoi l'affrontement de ces rivaux va créer des opportunités, des menaces que les équipes vont pouvoir exploiter et on va essayer de dégager une tendance pour savoir qui pourrait dominer et s'imposer dans cette série. Le mot d'ordre, c'est vraiment alto charlatanisme. Nous, ce qu'on veut, c'est vous proposer une analyse argumentée basée sur des faits, du concret, pour comprendre la série. Allez, trêve de blabla, on a beaucoup de choses à passer en revue. Donc comme toujours, beaucoup de données statistiques, beaucoup de chiffres. Ça peut donner un petit peu mal à la tête, mais croyez-moi, c'est une méthodologie relativement sûre. Regardez les vidéos précédentes que j'avais pu faire sur des analyses intersaison pour eh bien, analyser un petit peu les forces et les faiblesses, les opportunités, les menaces de chaque équipe et d'une série. Donc je vous propose qu'on commence par analyser les Clippers. Ils ont fini classés 4e. Allez, honneur aux mieux classés. Ce qui est très intéressant dans cette confrontation donc entre le 4e et le 5e dans la conférence Ouest, c'est que les deux équipes ont exactement le même bilan, 51-31. Les Clippers ont le tiebreaker, c'est-à-dire qu'ils sont imposés plus de fois que l'équipe d'Utah dans les vis-à-vis, dans les matchs en confrontation directe. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que regardez, à domicile et à l'extérieur, les deux équipes ont encore le même bilan. C'est vraiment le match des clones. Alors, je vous disais qu'on analyserait en premier les Clippers, tout seigneur, tout honneur. Donc, cette équipe des Clippers, 4e meilleure attaque de la NBA en 2017, 13e meilleure défense, une équipe relativement moyenne au rebond. Vous voyez qu'on est dans le ventre mou de la NBA pour ce qui est de la capacité à attraper des rebonds, et c'est notamment au rebond offensif où on est relativement faible, ou en tout cas on ne va pas prioriser la lutte au rebond offensif dans les schémas de l'équipe. Équipe relativement rigoureuse, hein, vous voyez, 6e pour ce qui est du plus petit nombre de pertes de balles en moyenne par possession. Et au niveau des pourcentages au tir réel, donc le true shooting %, donc la compilation des tirs à 1 point, donc les lancers francs à 2 points et à 3 points, on a la 4e meilleure adresse de la ligue. Donc on est en capacité d'aller chercher des points à haut pourcentage du côté des Clippers. Une équipe qui joue relativement lentement, vous voyez qu'on a le 17e rythme de la NBA, donc ça c'est le nombre de possessions jouées en moyenne par match. Donc tempo relativement lent côté Clippers. Comment est structurée la sélection de tir de cette attaque? On vient de le voir, c'est une équipe qui a un très bon pourcentage au tir réel. C'est notamment dû à deux choses. La première, c'est une capacité à avoir une très très belle adresse au-delà de la ligne à 3 points. Plus les points sont larges, plus vous avez une équipe qui va tenter de panier depuis cet endroit du terrain, et plus c'est rouge, vous voyez, plus on a une adresse qui est supérieure à la moyenne NBA. A contrario, plus on va vers le bleu et moins on a une adresse élevée par rapport à la moyenne NBA. Donc du côté des Clippers, on a une très très belle capacité à sanctionner avec adresse au-delà de la ligne à 3 points et également près du cercle, où on est en moyenne très légèrement au-dessus de la moyenne NBA. Et puis on a aussi une belle capacité à tenter une petite constellation de tir à mi-distance, des 2 points longs. Ça c'est merci Blake Griffin et ce tir qu'il a travaillé loin du cercle à mi-distance.
Donc globalement, côté Clippers, en termes de réussite, on peut faire feu d'un petit peu tous les coins du terrain. Il y a juste dans l'axe panier-panier où on est un petit peu faible. Ça, je pense que c'est aussi impacté à Blake Griffin dans parfois sa volonté de vouloir tirer à 3 points. C'est souvent dans l'axe panier-panier sur des pick and fade. Mais globalement, belle adresse du côté des Clippers. En moyenne, côté Clippers, vous voyez qu'on est quand même relativement dépendant du tir à 3 points. On est la 9e équipe qui tente en ratio le plus de tirs à 3 points, donc on aime tirer au-delà de la ligne à 3 points. Voyez que si on analyse un petit peu la shooting chart, le volume de tirs tentés avec cette charte de couleurs, eh bien on retrouve effectivement du tir à 3 points, beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup évidemment aussi de paniers près du cercle, et puis on a toute une constellation de tirs à mi-distance. Ces fameux 2 points longs au poste haut, à gauche ou à droite du cercle, et puis aussi dans l'axe panier-panier. On a également des petites séquences de tirs à mi-distance. Donc globalement, on a une attaque des Clippers qui quand même fait un petit peu feu de tout bord. Je vous le disais, des très belles qualités d'adresse. Si on affiche les pourcentages, effectivement, vous voyez que on a quasiment... dans les corners, plus de 40% de réussite. À 45 degrés, on est quasiment à 45% de réussite à 3 points. Et puis dans ces 2 points longs, on a aussi une belle adresse, en tout cas une adresse supérieure à la moyenne NBA. Il faut toujours relativiser parce que là, on est à 45% de réussite, ce qui pour des 2 points longs est très très bien, mais ce qui en points par possession va vous rapporter beaucoup moins que quand vous êtes en dessous du cercle à 60% ou quand vous êtes dans des tirs à 3 points à 40%. Toujours relativisé, mais globalement, on a du côté des Clippers une belle adresse par rapport au standard NBA. Ça se retrouve ici. Ça se retrouve ici avec le deuxième meilleur pourcentage au tir de la NBA après les Warriors et le 7e meilleur pourcentage de la NBA à 3 points. Donc une équipe d'adresse. Très clairement, ces Clippers, une équipe d'adresse. Par contre, à contrario, on n'a que le 27e meilleur pourcentage au lancer franc. Donc on est bon à 3 points, on est bon à mi-distance, mais dès qu'on est sur la ligne des lancers, côté Clippers, on faillit. Évidemment, c'est le DeAndre Jordan effect. Avec son pourcentage de réussite catastrophique au lancer, il plombe complètement son équipe. C'est embêtant. C'est embêtant parce que vous voyez que cette équipe des Clippers, c'est l'équipe qui tente en ratio le plus de lancers francs de la NBA par rapport au tir de champ. On est à plus de 31% de lancers francs par rapport au tir tenté. Donc si on tente 100 tirs de champ côté Clippers, on va tenter 31 lancers francs. C'est un excellent taux, mais une nouvelle fois, on n'a pas la capacité de convertir ces lancers francs en points marqués. C'est dommage. Là, très clairement, c'est dommage. Et puis, ça peut être aussi une stratégie des adversaires que de faire faute volontaire sur les mauvais tireurs de lancer de l'équipe, bien entendu. En quoi ça va être intéressant d'analyser la confrontation des Clippers face au Jazz? Eh bien, voyez que cette équipe d'Utah, c'est la 3e meilleure défense de la NBA. Donc, on va avoir un choc entre l'une des meilleures attaques et l'une des meilleures défenses. Ça promet effectivement un scénario de série passionnant. Là où ça peut être aussi intéressant, c'est que cette équipe d'Utah, voyez qu'elle a la capacité à maintenir le pourcentage au tir des adversaires relativement bas. Donc ça, c'est pas le pourcentage au tir réel, c'est pas le true shooting percent, c'est le tir efficace. C'est le pourcentage au tir efficace. Ça prend les 2 points et les 3 points, mais pas les lancers. Donc ça concerne tous les tirs de champ, ça concerne toute l'adresse pure. Et voyez que côté Utah, eh bien, on a la 3e meilleure défense pour ce qui est de faire tomber, de faire chuter le pourcentage au tir de l'adversaire. Donc on va avoir une confrontation d'une équipe qui tire super bien avec une équipe qui arrive à super bien enrayer l'adresse adverse. Donc ça promet effectivement quelque chose de passionnant. Par contre, quand on va dans le détail de la capacité à contester les pourcentages au tir des adversaires, on se rend compte que l'équipe d'Utah, elle ne défend pas forcément super bien le tir à 3 points.
Vous voyez qu'on n'a que la 17e meilleure défense des tirs à 3 points. Donc les adversaires du Jazz sont en général à 36% en moyenne de réussite à 3 points, ce qui ne les classe qu'en 17e position. Donc face aux Clippers, on l'a vu, qui tentent beaucoup de tirs, qui ont une belle adresse à 3 points, la très bonne défense du Jazz va montrer ici ses faiblesses. Je vous ai affiché la shooting chart, mais défensive, de l'équipe d'Utah. Donc, c'est les pourcentages au tir des adversaires de cette équipe d'Utah. Et là, effectivement, il y a tout de suite quelque chose qui vous saute aux yeux. C'est l'excellence dans la défense près du cercle, puisque on a des adversaires qui jouent l'équipe d'Utah, qui ont un pourcentage près du cercle, allez, on va dire jusqu'à 2 mètres du cercle, qui est très inférieur à la moyenne NBA. Par contre, mis à part dans le corner où on conteste un petit peu, vous voyez qu'au-delà de la ligne à 3 points, on a globalement, quand on joue cette équipe d'Utah, un meilleur pourcentage de réussite à 3 points que la moyenne NBA. Donc on a une défense d'Utah qui est un petit peu binaire. D'un côté, on va super bien protéger le cercle. Merci Rudy Gobert, merci les Derek Favors, tous ces joueurs qui sont des intérieurs défensifs très très solides. Par contre, quand il y a des renversements dans la rotation défensive, on a un petit peu plus de mal à défendre les 3 points. Et puis regardez, il y a aussi une petite voie lactée de points rouges ici dans des 2 points longs. Ici aussi le long de la ligne des lancers, où les adversaires d'Utah ont aussi une belle adresse. Alors très clairement, quand vous superposez ça avec ce qu'on a vu de l'adresse des Clippers, eh bien ça ne va pas forcément jouer en la faveur d'Utah. Parce que dans tous ces tirs-là, souvenez-vous, les Clippers avaient une superbe adresse. Donc là où les Jazz ont du mal à défendre, l'équipe des Clippers a une superbe adresse. Ce qui, par contre, va jouer en faveur d'Utah, c'est la capacité à contester les tirs à haut pourcentage près du cercle. Vous voyez qu'on maintient l'adversaire à 52%, là où la moyenne NBA est aux alentours des 57-58 près du cercle. Donc on fait vraiment très très bien dans la contestation des tirs de près. Je vous propose, on a vu maintenant un petit peu la répartition, la composition et les forces de cette équipe des Clippers, également les faiblesses. On a vu qu'au rebond, c'était pas forcément une équipe ultra dominante. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à l'analyse des composantes de l'attaque des Clippers et on va les superposer avec les capacités de défense de cette équipe d'Utah dans les compartiments qu'on va passer en revue. Donc j'ai classé 4 composantes dans l'attaque des Clippers et du Jazz, les 4 composantes qu'ils utilisent le plus, et je les ai comparées avec les capacités de défense d'Utah face à ce que les Clippers faisaient le plus. Donc, du côté des Clippers, pour ce qui est des tirs de champ, des spot-up, c'est ce qu'on fait le plus. C'est en pourcentage, en ratio, ce que cette équipe des Clippers tente le plus, on est à 18%. Pratiquement même 19%. Donc 19% de ce qui se passe en attaque côté Clippers, pour que vous puissiez comprendre, c'est du tir de champ. Et dans ces tirs de champ, les Clippers ont un percentile, donc c'est un indice, si vous voulez, sur une base 100, donc le meilleur de la ligue à 100, les Clippers, ils ont pratiquement 90. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 10% des équipes de la NBA qui font mieux que les Clippers pour les tirs de champ. Donc en gros, c'est une super attaque pour les tirs de champ. Mais souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on a analysé les pourcentages, ça se retrouve ici. Comment cette équipe d'Utah défend du coup les tirs de champ? Eh bien, voyez que du côté d'Utah, pour ce qui est de la défense des spot-up, on n'a qu'un indice de 24 sur 100. Donc on est dans le dernier tiers de la NBA pour ce qui est de contester les tirs de champ. Mais vous allez me dire, mais attends Blight, tu nous as montré tout à l'heure que l'équipe d'Utah avait, les adversaires de l'équipe d'Utah avaient l'un des plus petits pourcentages au tir réel, au tir efficace de la ligue. Donc comment ça se fait que dans la défense des tirs de champ, cette équipe d'Utah, elle soit finalement mal classée? Ça peut s'expliquer par un facteur très très simple qui va rejoindre l'analyse de la shooting chart que je vous ai montré tout à l'heure. L'équipe d'Utah,
Elle défend très très bien les tirs à haut pourcentage près du cercle, mais par contre très mal les tirs de champ qui sont plus loin, les tirs qui sont montés dans une attaque beaucoup plus étirée. Et les spot-up, ils ne prennent pas en compte les lay-ups tout près du cercle. Ça, c'est sur une autre catégorie d'attaque. C'est dans les cuts, c'est dans d'autres choses, dans de la transition. Donc, dans les tirs de champ, eh bien, effectivement, on retrouve cette difficulté de la défense d'Utah à aller contester les tirs de loin. C'est embêtant, parce que ce que les Clippers font le plus, l'équipe du Jazz, eh bien, ne le défend pas bien. Deuxième composante de l'attaque des Clippers, le pick and roll porteur de balle. Donc c'est quand il y a un écran sur un porteur de balle et que c'est le porteur de balle qui va aller scorer. C'est-à-dire qu'il va bénéficier de l'écran pour aller au lay-up ou pour créer un petit décalage et tenter un tir. Clippers, ils le font pratiquement 18% du temps, donc ils le font beaucoup. Par contre, j'étais très surpris que ça ne soit pas l'une des équipes de la NBA avec Chris Paul qui tente le plus de pick and roll. Ils sont, on va dire, dans le ventre mou de la NBA. Petite surprise, petite parenthèse, mais toujours est-il qu'ils le font 18% du temps et ils ont un indice pratiquement 90 sur du pick and roll porteur de balle. Merci Chris Paul, merci Jamal Crawford, merci Austin Rivers, merci tous ces joueurs qui excellent effectivement balle en main sur du pick and roll. Comment l'équipe d'Utah va défendre le pick and roll porteur de balle? Eh bien, voyez qu'on n'a qu'un indice 20. On n'a qu'un indice 20 pour ce qui est de la défense du pick and roll côté Jazz. Donc, c'est pareil que tout à l'heure. Il y a 80% des équipes de la NBA qui défendent mieux le pick and roll porteur de balle que cette équipe d'Utah. On va en venir à la même chose. Un écran sur un porteur de balle. Utah va être en protection du panier. Ils vont laisser le joueur sortir de l'écran, tenter un tir à 2 points, tenter un tir à 3 points. Et c'est comme ça que la défense d'Utah va plonger. C'est la troisième composante de l'attaque des Clippers, c'est le jeu en transition. C'est le jeu rapide. Alors la transition, c'est pas forcément une contre-attaque. C'est pas on finit seul contre tous en contre-attaque. Ça va être du jeu relativement rapide. Ça va être un rebond défensif. On accélère un peu le tempo et on va trouver un panier en 5 à 6 secondes. Ça inclut. Ça, c'est le jeu en transition. Donc, du côté des Clippers, je me suis trompé, j'ai entouré les Cavs, mais du coup, il faut regarder juste en dessous, vous aurez corrigé. Côté Clippers, on le fait 12% du temps, et on a un indice 83 pour ce qui est des séquences en transition. Alors, la transition, c'est du jeu rapide, on est souvent sur nombre, c'est du 4 contre 3, du 3 contre 2, donc c'est des paniers à très haut pourcentage, donc c'est des paniers qui comptent. Côté Jazz, pour ce qui est de la défense de la transition, on est bien défense sur la transition côté Jazz, et ben on est dans le ventre mou. On est en indice 50, ça veut dire qu'on est ni bon ni mauvais, on est dans la moyenne de la NBA. Et puis enfin, dernière composante de l'attaque des Clippers, c'est l'isolation. C'est une équipe c'est la deuxième équipe de la NBA juste après l'équipe des Cavs qui utilise le plus les séquences en isolation. Donc si on laisse un joueur tout seul d'un côté et il va jouer le 1 contre 1, ou on va donner le ballon à Blake Griffin, on s'écarte et il joue le 1 contre 1. Et dans ce registre-là, l'équipe des Clippers a un indice 72. Par contre, vous voyez, c'est là, les points marqués sur isolation ne sont pas forcément des points à très haut pourcentage. En moyenne, on ramène 0,91 points par possession, quand tout à l'heure, souvenez-vous, sur les contre-attaques, on était à 1,20. Donc, il y a toujours un 2 poids 2 mesures. Hein. Ça, il faut aussi le garder en tête. Mais globalement, on se débrouille pas trop mal côté Clippers dans l'attaque en isolation. Et côté Jazz, je m'attendais à ce que l'équipe du Jazz, vous voyez, soit vraiment douée pour ce qui est de défendre les isolations. Parce que quand vous êtes une défense collective mobile, il n'y a rien de plus simple que défendre l'isolation. Surchargé côté ballon et derrière vous enrayez comme ça des tentatives de jeu 1 contre 1. Et ben du côté d'Utah, pareil, on est dans le ventre mou, on est dans la moyenne de la NBA. Donc à l'analyse du rapport de force attaque-défense, alors que l'équipe d'Utah est pourtant l'une des meilleures défenses de la ligue, eh bien on se rend compte qu'ils matchent très très mal avec cette équipe des Clippers. Parce que tout ce que les Clippers font le plus en attaque, ils le font bien. Et tout ce que ces Clippers se font bien, l'équipe d'Utah ne le défend pas très très bien. Donc là, il va y avoir très clairement un avantage Clippers et une équipe d'Utah qui va être exposée. Qui va être exposée dans ces séquences défensives.
Là où il y a par contre un point qui est très important à avoir en tête, c'est que l'équipe des Clippers, c'est ce slide-là, autant ils se débrouillent très très bien sur l'intégralité des matchs, c'est ce que je vous ai montré précédemment, une des meilleures attaques de la NBA, une bonne défense, de l'adresse, vraiment une belle capacité à trouver des points à haut pourcentage. Par contre, dès qu'on rentre dans le money time, dès qu'on est dans des séquences, c'est ce que j'ai mis ici, où il y a maximum 3 points d'écart. Donc soit les Clippers ont 3 points d'avance, soit ils ont jusqu'à 3 points de retard dans les 3 dernières minutes d'une rencontre. Donc en gros, dans un match à une possession, c'est les 3 dernières minutes. Eh bien, voyez que sur la saison 2016-2017, cette équipe des Clippers a un bilan tout juste équilibré sur ces matchs ultra serrés et que le ratio attaque-défense est très clairement déficitaire. Donc l'équipe des Clippers, dès qu'elle rentre dans le money time et qu'elle est au coude à coude avec un adversaire direct, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est très clairement pas à l'aise et vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi en fin de vidéo. Par contre, à l'inverse, côté Utah, eh bien, toujours dans les mêmes conditions, match à une possession, donc jusqu'à 3 points d'écart dans les 3 dernières minutes, on a le 5e meilleur net rating, donc différentiel entre attaque et défense, et on a un bilan de 15 victoires, 11 défaites. Donc, si jamais l'équipe d'Utah arrive à rester au contact et à emmener les Clippers dans une fin de match serrée, ils seront dans un scénario beaucoup plus à l'aise que les Clippers cette année où, on va appeler un chat, ils se sont chiés dans les fins de match serrés. Alors, pourquoi cette équipe des Clippers est effectivement dans les séquences en fin de match si en difficulté? C'est parce que la composition du roster des Clippers est déséquilibrée. Et ça, c'est déjà quelque chose que je vous disais en 2013, quand j'avais fait ma vidéo d'analyse intersaison sur l'intersaison des Clippers. C'est encore sur YouTube, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. L'équipe des Clippers, elle a un problème structurel pour négocier les fins de match. Quand vous avez un intérieur titulaire qui est péniblement à 40% de réussite au lancer, vous ne pouvez pas le laisser sur le terrain en fin de match. Parce que l'adversaire va, dès que DeAndre Jordan va toucher le ballon, faire faute sur lui, et la probabilité qu'il rate les deux est trop forte et vous vous exposez. Donc côté Clippers, on est obligé de jouer dans une séquence où on va faire peut-être jouer Blake Griffin pivot, voire Maud Spade pivot, et on va se retrouver avec Chris Paul, Jamal Crawford, JJ Redick. On va être obligé de jouer très petit et les Clippers ne sont pas à l'aise dans cette config. Je vous propose qu'on revienne là-dessus en fin de vidéo parce que c'est aussi un des déterminants de cette série. On a vu donc du côté des Clippers, belle équipe d'attaque, de très belle qualité de réussite, de très belle qualité de réussite dans les 2 points longs, dans les tirs à 3 points, une belle réussite aussi près du cercle. Opposé à la défense d'Utah, on a vu des faiblesses. On a vu des faiblesses côté Jazz dans la capacité à bien contester les tirs de loin, à bien défendre le pick and roll. Et vous pouvez être sûr que les Clippers, ils font la même analyse que moi en ce moment et ils vont être en train de se dire ce match, on va le gagner au-delà de la ligne à 3 points, on va le gagner sur le pick and roll et bien entendu, ils vont exploiter au maximum leur avantage. Je vous propose qu'on fasse maintenant l'analyse de cette équipe d'Utah et que parallèlement, on expose l'attaque du Jazz à la défense des Clippers. Donc, cette équipe d'Utah, c'est la 12e meilleure attaque de la NBA cette saison et c'est la 3e meilleure défense. Donc, très clairement, on a construit le succès de cette équipe sur des fondements défensifs en 2017. C'est aussi l'une des meilleures équipes de la NBA au rebond. Vous voyez qu'on a le 3e meilleur pourcentage de rebond de la ligue et c'est notamment au rebond défensif plus qu'au rebond offensif que cette équipe d'Utah est vraiment une équipe de domination. On a
le 10e meilleur pourcentage au tir réel, de la ligue. Donc on est pas maladroit côté Jazz. On a de belles capacités aussi à maximiser son adresse, à aller chercher des points à haut pourcentage. Et on a le tempo le plus lent de la ligue côté Utah. Donc très clairement, côté Utah, on aime temporiser. On aime jouer lentement, on aime placer, on aime structurer, on aime jouer sur système placé mi-terrain. Au niveau de la répartition des tirs tentés, vous voyez que côté Jazz, au même titre que côté Clippers, on aime bien tirer à 3 points. On aime bien tirer à 3 points puisqu'on a en moyenne plus de 32% des tirs de champ qui vont être des tirs à 3 points. C'est un ratio qui est très très élevé et qui place l'équipe d'Utah dans le tiers supérieur de la ligue à ce sujet. Donc on est aussi côté Jazz relativement dépendant de l'adresse au-delà de la ligne à 3 points. Je vous ai montré tout à l'heure que l'équipe d'Utah aimait jouer placé, aimait jouer mi-terrain. Ça se confirme quand on regarde le ratio, le pourcentage de points marqués en contre-attaque. On n'est qu'à 8%. On n'est qu'à 8% de points marqués en contre-attaque côté Jazz, c'est le 29e pourcentage de la ligue. Donc très clairement, côté Jazz, on n'aime pas accélérer. On n'aime pas accélérer. Si on verrouille un stop défensif, donc on a empêché l'adversaire de marquer un panier, derrière on arrache le rebond et on va pas courir comme des lévriers en contre-attaque, on va monter la balle tranquillement et mettre en place dans une structure placée mi-terrain. On n'aime pas accélérer. Côté Jazz, on va accélérer que si on a vraiment une contre-attaque toute cuite, un 1 contre 0, un 2 contre 1, mais sinon on temporise. Côté Jazz, on a aussi un excellent free throw attempt rate, donc c'est le ratio de lancer tenté par rapport au tir de champ tenté. Et comme du côté des Clippers, eh bien on n'arrive pas à convertir cette capacité à tenter beaucoup de lancers francs en de l'adresse parce qu'on n'a que le 24e pourcentage au lancer franc de la ligue. Donc Jazz, Clippers, même combat. Même combat, et c'est d'ailleurs intéressant quand je vous disais c'est The Clone War. Cette confrontation, ça se reconfirme ici avec finalement des équipes qui aiment tenter le même nombre de 3 points, qui provoquent beaucoup de fautes, qui ne sont pas droits au lancer. Il y a vraiment une forme de symétrie entre ces deux équipes qui est intéressante. La répartition de la shooting chart de l'équipe d'Utah nous montre et nous apprend que c'est une équipe qui est vraiment très binaire. Parce que on va avoir soit du tir tenté à 3 points, avec vraiment une belle adresse, parce que regardez, il y a beaucoup d'orange, il y a beaucoup de rouge au-delà de la ligne à 3 points, et également de belles capacités de finition tout près du cercle. Je dis bien tout près du cercle, parce que vous voyez que dès que vous vous écartez de la restricted area, donc de la zone ici, à 1 mètre du panier, il y a beaucoup de bleu. Donc c'est soit on est tout près du cercle et on marque, soit on est à 3 points. L'équipe n'existe pas dans d'autres compartiments. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de 2 points longs, il n'y a quasiment pas de tir au poste. C'est vraiment exclusivement, pour caricaturer, mais pour schématiser, du 3 points et de la finition près du cercle. Je vous parlais de belle qualité d'adresse. Regardez dans le corner, on est à 40%, on est à 37% ici à 45 degrés et à 36% dans l'axe panier-panier. Donc de belle qualité de finition côté Jazz. La hit chart, donc c'est la fréquence, si vous voulez, le panorama de la fréquence des tirs tentés. Donc on retrouve, vous voyez, au-delà de la ligne à 3 points, on voit un très bel arc se former. On retrouve effectivement dans les coins aussi beaucoup de tirs à 3 points tentés et beaucoup aussi près du cercle. Et après, vous voyez que on reste dans le vert, on reste dans le bleu, donc très peu de tirs tentés en dehors de la proximité du cercle et de la ligne à 3 points. Analysons maintenant la capacité défensive de la défense des Clippers par rapport à effectivement la capacité d'attaque d'Utah. Voyez que côté défense chez les Los Angeles Clippers, on est un peu comme Utah. On défend pas très bien la ligne à 3 points, quoique. Regardez, c'est vrai que dans l'axe panier-panier.
Côté Clippers, c'est un petit peu l'opposé de Utah. On va extrêmement bien défendre au-delà de la ligne à 3 points. Voyez que les adversaires des Clippers, on est bien sûr de la défense, donc les adversaires des Clippers, quand ils shootent à 3 points face à cette équipe de Los Angeles, eh bien, ils sont très clairement en deçà des standards d'adresse des moyennes de la ligue. Idem pour les 2 points longs. Il y a juste dans l'axe panier-panier où on est un peu en souffrance. Par contre, à contrario, vous voyez que dès qu'on se rapproche du cercle, côté adversaire des Clippers, eh bien, on va être un petit peu plus adroit que la moyenne NBA. Alors c'est surprenant parce que vous vous dites avec un DeAndre Jordan dans la raquette, il devrait y avoir une sécurisation du cercle qui permet à la défense des Clippers d'être très très bonne pour la contestation des tirs près du cercle. Eh bien, c'est pas le cas. On est beaucoup plus à l'aise pour contester les tirs de loin que les tirs près du cercle. Côté Clippers, voyez que quand on analyse la capacité de défense près du cercle, voyez que côté Clippers, quand on analyse la capacité de défense près du cercle, donc on est à moins de 6 pieds du cercle, donc on est à 1m50, 2 mètres maximum du panier. La défense des Clippers autorise l'adversaire direct à être à 64,6% de réussite en moyenne. C'est 3,2 points de pourcentage de plus que la moyenne NBA. Et on a la 4e plus mauvaise défense dans la contestation des tirs de près. Donc très clairement, côté Clippers, on n'est pas une superbe équipe pour ce qui est de la protection du cercle. Côté Jazz, voyez que on a pour les pourcentages de réussite près du cercle, donc on sait pareil, on est à 5 pieds, donc on est dans la ligne que je vous ai présentée tout à l'heure, on a 61% de réussite, ce qui nous place à la 8e meilleure adresse de la ligue. Donc côté Clippers, on défend très mal les tirs tentés près du cercle, et côté Jazz, eh bien, on a de belles capacités à finir près du cercle. C'est ce que je vous avais montré, souvenez-vous, dans la shooting chart d'Utah, où on voyait que à proximité immédiate du panier, cette équipe d'Utah était en capacité d'avoir un très bon pourcentage. Et puis c'est pareil, dès qu'on s'écarte un petit peu, donc on est entre 5 et 9 pieds du panier, donc on est entre 2 et 3 mètres on va dire, et bien on est à 43%, c'est l'un des meilleurs pourcentages également de la NBA. Donc là très clairement côté Jazz, on a un avantage sur les Clippers et on a tout intérêt à essayer d'insister à l'intérieur, essayer de se rapprocher du cercle, parce que la défense des Clippers ne va pas être à l'aise pour contester ces tirs. Je vous propose d'analyser, comme on l'avait fait tout à l'heure, maintenant les composantes de l'attaque de cette équipe d'Utah. Côté Clippers, on avait une attaque qui était relativement homogène. Il n'y avait pas un compartiment, il n'y avait pas un secteur dans lequel l'attaque des Clippers se reposait essentiellement. On avait grosso modo, dans la fréquence, donc dans la répartition de la composition de l'attaque des Clippers, on avait quelque chose d'homogène. En gros, il y avait un petit peu de tout, si vous voulez. On mangeait un petit peu à tous les râteliers. Côté Jazz, c'est un petit peu plus compartimenté. Il y a effectivement des choses que cette équipe d'Utah fait très très peu. Je pense notamment aux isolations, je pense notamment aux séquences en off-screen. Utah n'en fait quasiment pas. En transition, l'équipe d'Utah en fait relativement peu. Donc on est un petit peu moins polyvalent dans la structure de l'attaque d'Utah. On se concentre plus sur des secteurs précis. On va analyser en quoi la défense des Clippers peut gêner ou non l'équipe d'Utah dans ses composantes d'attaque. Donc ce que fait l'équipe d'Utah le plus souvent en attaque, 22% des cas, c'est du spot, c'est du tir de champ. Et dans ces tirs de champ, l'équipe d'Utah n'a que un indice 38. Donc vous allez me dire, mais attends Black, tu nous as montré tout à l'heure la shooting chart d'Utah et on a vu que l'équipe, au-delà de la ligne à 3 points, était très à droite. C'est vrai. Au-delà de la ligne à 3 points, en moyenne, l'équipe d'Utah a une belle adresse. Par contre, l'équipe est inexistante dans tout ce qui est des 2 points longs. Les 2 points qui vont être faits à 4,50 m, 5 m, 6 m. L'équipe d'Utah, dans ces 2 points-là, a un pourcentage
très en deçà de la moyenne NBA. Et c'est ce qui les fait couler. C'est ce qui les fait couler dans les tirs de champ. Utah n'en tente pas beaucoup, mais les peu qui tentent, eh bien, ils les réussissent pas. Ça tombe complètement à côté, et du coup, eh bien, ça fait plonger la performance d'attaque de cette équipe du Jazz dans les tirs de champ, et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Défensivement, les Clippers, pour ce qui est de la contestation des tirs de champ, des spot-up, vous voyez que c'est une défense moyenne. Donc, la relative médiocrité d'Utah va affronter une relative médiocrité défensive des Clippers. Donc, c'est pas perdu. C'est pas perdu. On n'a pas là très clairement un rapport de force qui est complètement dans un sens. Finalement, ça s'équilibre. Deuxième chose que cette équipe du Jazz fait le plus, c'est du pick and roll porteur de balle. Plus de 20% du temps, on a un porteur de balle qui va scorer sur du pick and roll. Ça par contre, l'équipe d'Utah le fait très bien. Ils le font souvent et ils le font très bien. Indice 86, c'est l'une des meilleures équipes de la ligue pour du pick and roll porteur de balle. Par contre, défensivement, cette équipe des Clippers, pour ce qui est de défendre donc le porteur de balle sur le pick and roll, c'est la deuxième meilleure défense de la ligue. Merci Chris Paul. On oublie à quel point Chris Paul est un formidable défenseur, mais là ça saute aux yeux. Donc, deuxième chose qu'Utah fait le mieux, fait le plus en attaque, quelque chose que l'équipe d'Utah fait très bien, mais c'est aussi quelque chose que les Clippers défendent très bien. Donc là, une nouvelle fois, le rapport de force se neutralise. On n'a pas de domination d'une équipe sur l'autre. Troisième composante de l'attaque d'Utah, c'est les cuts. Donc c'est des séquences de backdoor. C'est des séquences de démarquage sans ballon où un joueur va être servi alors qu'il est coupé vers le cercle et il marque en dessous. L'équipe d'Utah, on retrouve effectivement cette capacité à avoir une attaque très structurée qui va offrir beaucoup de cuts. L'équipe d'Utah a effectivement, c'est la troisième chose que l'équipe fait le plus dans son attaque. Par contre, c'est pareil. On retrouve un indice d'efficacité sur les cuts qui est relativement faible, qui est un indice 40. Donc ça veut dire qu'il y a 60% des équipes de la NBA qui sont plus efficaces que l'équipe d'Utah dans les cuts. Dans le même registre, l'équipe des Clippers, par contre, défend super mal les cuts. Donc on a d'un côté une équipe d'Utah relativement maladroite dans les finitions en cut, mais on a inversement une défense des Clippers pas super à l'aise pour défendre les cuts. Vous voyez qu'on est en moyenne à 1,30 points par possession encaissée, là où Utah est en moyenne à 1,24 points par possession marquée. Donc une nouvelle fois, le rapport de force tend à se neutraliser. Et puis, dernière composante de cette attaque de Utah, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est la transition. Donc c'est le jeu rapide. On l'avait vu au tout début de l'analyse de cette équipe du Jazz, de l'attaque, que c'était l'une des équipes qui faisait le moins de contre-attaque de la NBA. Ça se revérifie ici. Deuxième plus petit volume de contre-attaque, de transition déclenché par Utah. Par contre, indice 100. Donc côté Jazz, on ne va lancer la contre-attaque que quand on est sûr d'aller au bout et que quand on est sûr d'aller claquer un dunk à la clé. C'est ce qui explique que le percentile est si élevé. En gros, on ne va pas se lancer dans un marathon, dans un sprint vers le cercle si on n'est pas sûr d'avoir un dunk à la clé. Et pour ce qui est de la défense de la transition, eh bien, les Clippers sont mauvais. Les Clippers sont mauvais, indice 20. Donc en gros, ça replie pas très bien, ça communique pas très bien sur les changements de joueurs, sur les replis, sur de la transition adverse. Et côté Clippers, on n'est pas une bonne défense de transition. C'est dommage, parce que très clairement, avec la bonne défense d'Utah, on se dit qu'il pourrait accélérer un petit peu le tempo et essayer de profiter de la mauvaise défense des Clippers pour les mettre en danger. Au final, donc, on l'a vu, cette équipe d'Utah, eh bien, elle va être en difficulté. Elle va être en difficulté face à la défense des Clippers parce que finalement, tout ce que l'équipe d'Utah fait le plus en attaque, les Clippers le défendent relativement bien. Et là où ils ne sont pas très adroits, pas très à l'aise, les Clippers ne sont pas très à l'aise non plus. Et au final, tout ça semble se neutraliser.
semble se neutraliser. Donc on a une vraie problématique côté Jazz pour aller essayer de capitaliser sur l'attaque. Il va falloir peut-être jouer un petit peu plus vite. Il va falloir peut-être tenter plus de choses vers le cercle pour exposer la défense des Clippers près du panier. Mais si Utah reste dans ses standards et se contente finalement d'arroser loin du panier, on va être en difficulté. L'analyse également de la production par position nous montre que côté Jazz, on a deux faiblesses. C'est le poste de meneur, après c'est à relativiser parce que Georgie a quand même été absent pas mal de temps, et le poste de power forward, d'ailier fort. Or, du côté des Clippers, c'est sur le poste de meneur et sur le poste de power forward qu'on a le meilleur avantage comparatif par rapport à l'adversaire. Par contre, l'inverse peut être aussi vrai. Voyez que côté Jazz, sur le poste de shooting guard, donc où on a parfois Rodney Hood, où on a parfois Hayward, eh bien on a un avantage comparatif de plus 5. Idem pour le poste de pivot, là où côté Clippers, on est un petit peu en souffrance sur les postes de 2 et 3. Donc c'est pareil, pas de tendance claire, pas d'avantage comparatif qui saute aux yeux. Ce qu'on va prendre d'un côté, on va se le faire reprendre de l'autre, et finalement tout ça semble s'équilibrer. Alors, quelle première conclusion on peut tirer de toute cette analyse de stats avancées? Ce qui sur le papier semble être une série ultra serrée entre deux équipes qui ont le même bilan, eh bien s'avère dans le détail quand même plutôt à l'avantage des Clippers. On l'a vu, tout ce que Los Angeles fait bien en attaque, l'équipe du Jazz a du mal à le défendre. Et à contrario, tout ce que l'équipe d'Utah fait bien ou relativement bien, ou en tout cas souvent en attaque, l'équipe des Clippers le défend relativement bien. Donc dans le ratio attaque-défense, il y a clairement un avantage Clippers. Et dans le ratio défense par rapport à l'attaque, eh bien finalement ça se neutralise. Donc vous avez un match nul d'un côté et un avantage de l'autre, et je ne serais pas surpris de voir finalement ces Clippers dominer dans cette série. Il n'y aura pour moi que deux scénarios de match possibles. Soit les Clippers vont s'imposer de 25 points, ça sera un blowout, parce qu'ils vont réussir à mettre en place leur attaque, ils vont réussir à mettre leur panier à 3 points, leurs 2 points longs, leur séquence en contre-attaque, et le Jazz va complètement s'écrouler et ça sera un blowout. Soit le match va être une guerre de tranchées, et ça va plutôt être à l'avantage d'Utah, et c'est le petit bémol. C'est le petit bémol que je veux qu'on développe tout de suite, qui peut faire que cette équipe des Clippers, qui semble pourtant à la vue des stats avancées clairement en domination d'Utah, ce petit bémol peut faire que cette équipe des Clippers s'effondre. On l'a vu précédemment, cette équipe des Clippers, dès lors qu'il s'agit de jouer des fins de match serrées, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas dans son élément, elle perd ses moyens et elle a toutes les peines du monde à arracher la victoire dans des fins de match comme ça qui sont très serrées, qui sont hachées. Pourquoi c'est le cas? C'est pas la faute à pas de chance. Tout ça s'explique. Et comme je vous le disais précédemment, il y a un problème structurel dans cette équipe des Clippers, et c'est vrai depuis 5 ans. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, et je ne vois pas comment les Clippers peuvent surmonter ce problème, parce que comme je vous le disais, c'est structurel. C'est comme ça, c'est dans l'ADN de l'équipe. Où je veux en venir? Je vais vous expliquer. Vous avez du côté des Clippers un intérieur titulaire qui est indispensable, qui est l'encre défensive de l'équipe, qui est péniblement à 40% de réussite au lancer franc. Donc dans les fins de match serrés, vous êtes obligé de mettre ce titulaire sur le banc, parce que sinon, dès qu'il a la balle en attaque, il y a faute volontaire sur lui et vous risquez de repartir de la ligne des lancers avec aucun point marqué. Donc vous êtes contraint de vous exposer en mettant ce joueur qui est si précieux sur le banc. Et derrière, côté Clippers, on est obligé de rentrer dans des séquences où on joue très petit. Combien de fois on a vu cette année les Clippers jouer avec Chris Paul, Austin Rivers
Jamal Crawford, JJ Redick et Blake Griffin en pivot. Un 5 ultra small ball qui évidemment défensivement prend l'eau de toutes parts, qui est dominé au rebond, bref, qui n'est pas viable. Si on va plus loin dans cette analyse, regardez les simple ratings, donc ça c'est sur le site 82games.com, les évaluations finalement d'impact des joueurs des Clippers quand ils sont sur le terrain. Qu'on fasse appel à Bass, Speights, Crawford, Felton, Rivers, Johnson, tous ont un simple rating négatif. Donc, dès lors qu'on va aller piocher dans le banc pour essayer de finir la fin de match sans DeAndre Jordan, on va aller piocher dans du négatif. Regardez ça, ce sont les 5 utilisés par les Clippers cette saison. Alors, petite parenthèse, mais le 5 majeur des Clippers, avec 870 minutes, c'est le groupe de joueurs NBA qui a le plus joué ensemble en 2016-2017. C'est vraiment le 5 le plus utilisé de toute la NBA et de loin. Et effectivement, quand on voit le plus-minus et le ratio de victoire-défaite, on a quelque chose de très performant. Par contre, dès qu'on va aller chercher un 5 où il n'y a pas DeAndre Jordan, je les ai soulignés ici en rouge. Donc dès qu'on va être dans une situation où DeAndre Jordan est sur le banc, on a systématiquement un 5 qui, dans une extrapolation des victoires-défaites, a un bilan négatif. C'est vrai ici, 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 c'est vrai ici. Donc, côté Clippers, si on est dans une fin de match serrée où on ne peut pas faire rentrer DeAndre Jordan, on est obligé de lancer un 5 qui n'arrive pas à gagner dans plus de 50% des cas. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe parce que ça contraint les Clippers à la grosse victoire ou rien. Voilà le dilemme de ces Clippers exposés. Côté Jazz, eh bien on n'est pas du tout dans ce scénario binaire où on a soit le 5 majeur qui fait un super boulot, soit des 5 mineurs qui n'arrivent pas à s'en sortir. Côté Jazz, on a quelque chose de beaucoup plus homogène puisque voyez que dans les 10-5 qui jouent le plus, on en retrouve 7 qui ont un bilan positif. Donc très clairement, côté Jazz, finalement, quelle que soit la configuration qu'on choisit pour la fin de match, on va s'en sortir. Parce qu'on a plein d'unités de joueurs différents qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui arrivent à s'en tirer. Donc ça, c'est très clairement un avantage comparatif en faveur d'Utah. Parce que si jamais il faut s'ajuster, si jamais il y a un joueur en forme, si jamais il y a un facteur de performance qui rentre en jeu, eh bien côté Jazz, on peut entre guillemets anticiper, improviser, tenter autre chose, partir sur un autre scénario et à la clé, on n'est pas en terrain incognita, on n'est pas dans quelque chose de dangereux, on est dans quelque chose qui peut payer. Ce qui n'est pas du tout le cas des Clippers où dès qu'on va dans autre chose que le 5 majeur, c'est l'accident. Pour ça que je vous disais que pour moi, dans cette série entre les Clippers et le Jazz, il n'y a que 2 scénarios possibles. Il y a soit la victoire des Clippers, le blowout, soit le match très serré et la fin de match tendue, la fin de match crispée, où les Clippers, une nouvelle fois, se chient un petit peu dessus et où le Jazz arrive finalement à s'en tirer vainqueur. Donc, du côté d'Utah, c'est pas compliqué, on sait à quoi s'en tenir. Rester au contact, emmener le match dans une guerre de tranchées et essayer de la jouer sur les dernières possessions. Et inversement, côté Clippers, on n'aura qu'une seule envie, c'est créer tout de suite l'écart et surfer sur cet écart. Les Clippers ne veulent certainement pas tomber dans des fins de match serrés. Voilà pour mon analyse sur cette série entre les Clippers et le Jazz, une série qui va être très très intéressante, qui peut par contre s'avérer beaucoup moins serrée que prévu. Les Clippers, on l'a vu, ils ont quand même toutes les armes pour dominer
cette équipe d'Utah. Donc le ratio et l'avantage va clairement du côté des Clippers dans cette preview. L'équipe devrait l'emporter, l'équipe de Los Angeles, mais tout est possible et la capacité à se réajuster, c'est les fameux ajustements d'un match à l'autre, va être déterminante, et l'équipe d'Utah ne va avoir qu'un seul objectif, c'est essayer d'enrayer la mécanique qui semble si bien huilée du côté des Clippers. On vivra tout ça ensemble, merci de votre fidélité, bon match à tous. Un merci tout particulier à tous ces basketologues qui me soutiennent financièrement via la page Tipeee, et merci à tous de votre fidélité, à très bientôt, et comme toujours, bon match à tous.